Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire d'un violeur récidiviste extrêmement dangereux qui, sous vos yeux, dans le cours du récit, va franchir un cap pour devenir un tueur. Je vous donne pas son nom pour l'instant, vous allez le découvrir au fil de l'histoire. Les faits se déroulent en 2005 à Soisy-sur-Seine, dans la banlieue sud de Paris, quand il étrangle une jeune fille de 24 ans, Audrey Joinet. Et on découvre qu'à plusieurs reprises, par le passé, les psychiatres qui ont eu à se prononcer sur son cas ont dit qu'il était très dangereux, qu'il allait récidiver, qu'il était psychopathe et incurable, inaccessible à la moindre thérapie. Et d'abord cette histoire que j'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation signée Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelat. Laissez-moi d'abord vous planter le décor de cette histoire. Une résidence de Soisy-sur-Seine dans la banlieue sud de Paris, dans l'Essonne. La résidence de Gerville, allée des Marronniers. N'imaginez pas une cité, c'est une petite résidence tranquille de 4 étages, style années 70, quelques dizaines d'appartements avec chacun leur petit balcon, sécurisé. Il y a un interphone et il y a même un gardien. Et là, au 2e étage, habite une jeune fille de 24 ans, Audrey Joinet. Jolie, blonde. L'appartement est à sa mère qui vit maintenant chez son nouveau compagnon à une centaine de kilomètres de là. Le jeudi 15 septembre 2005, les amis de cette Audrey Joinet se rendent compte qu'elles n'ont aucune nouvelle depuis 2 jours. 2 jours, c'est pas beaucoup. Elle l'appelle au téléphone, elle ne répond pas. Elle a peut-être perdu son portable. Alors l'une des copines décide de passer voir. Elle sonne à l'interphone. Rien. Elle fait le tour de l'immeuble. Elle sait très bien où est l'appartement d'Audrey. Là, au 2e. Les rideaux sont tirés, il n'y a pas de lumière. Et sur le parking, elle aperçoit la 206 d'Audrey. Tiens, c'est bizarre ça. Elle est garée à sa place habituelle. Bien. Elle repart et elle raconte ça aux autres copines. Tu crois pas qu'on devrait prévenir sa mère ? Oh non, écoute, 2 jours, on va pas l'inquiéter pour rien. On pourrait peut-être appeler Marie-Claude. Marie-Claude Vigo. C'est la meilleure amie de la mère. Elle habite elle aussi à Soisy. Elle est infirmière. Marie-Claude ? Oui, bonjour. Je suis allé chez elle. Les rideaux sont tirés. Sa 206 est sur le parking. Elle répond pas. Du coup, Marie-Claude va sur place, elle aussi. Mais sur le chemin, elle s'arrête au bureau de la police municipale. Et elle arrive donc avec 2 policiers municipaux de Soisy, aux alentours de 9h du soir. Et elle sonne chez le gardien, pour qu'il leur ouvre la porte de la résidence. Oui, bonsoir. Je suis une amie de Madame Joinet, la mère d'Audrey. Je suis un peu inquiète, on n'arrive pas à joindre Audrey. Vous pouvez nous ouvrir ? Et le gardien les accompagne, elle et les 2 policiers, jusqu'à la porte du 2e étage. Audrey ? Audrey, c'est moi, c'est Marie-Claude. Est-ce que tout va bien, ma belle ? Pas de réponse. Marie-Claude sait que normalement, la voisine de palier, une dame âgée, a un double des clés. Ah oui, vous voulez les clés ? Eh bien, écoutez, les voilà. La vieille dame leur tend alors une clé de voiture. Ah, mais c'est pas ça. C'est pas du tout ce type de clé. Ça, c'est des clés de voiture, madame. Ah ben, c'est tout ce que j'ai. Mais je sais bien que c'est la clé que m'a donnée Madame Joinet. Bon, on ne va pas pouvoir entrer. Le gardien propose de laisser un mot sur la porte. Il écrit donc un petit mot et il le scotche sur la porte. Mademoiselle Joinet, joindre la police municipale à votre retour, numéro de téléphone 01 69 89 18 18, inquiétude des proches. Signé, Monsieur Caillez, le gardien. Et la nuit passe, toujours sans nouvelles. Mais Marie-Claude ne prévient toujours pas la mère, cette envie de ne pas l'inquiéter. C'est le gardien qui la prévient. Allô ? Madame Joinet, c'est Monsieur Caillez, votre gardien. Je vous appelle parce qu'on a un petit souci, on n'a pas vu votre fille depuis au moins 24 heures. Ah bon ? Mais vous êtes sûr qu'elle n'est pas chez elle ?
À certains, on a frappé plusieurs fois, elle répond pas. Mais je vais vous dire, les rideaux sont fermés. La mère, à son tour, tente de joindre Audrey. Pas de réponse. Alors elle va sur place et elle a un double de la clé. Elle ouvre, elle entre. Audrey n'est pas là. Quant à l'appartement, il n'est pas vraiment en désordre, mais pas non plus rangé. La table n'est pas débarrassée. Elle est de travers d'ailleurs, la table, c'est bizarre ça. Audrey rentrait d'un voyage au Brésil, ses valises ne sont pas défaites, son ordinateur est branché et traîne sur le canapé. Alors la mère appelle la banque d'Audrey. Elle leur explique la situation et le banquier consent à regarder l'état du compte d'Audrey. Aucun retrait depuis 3 jours et pas non plus de paiement par carte de crédit. Et là, la mère formule les choses dans sa tête pour la première fois. Audrey a disparu. Jusque-là, elle était entre deux. Une jeune fille de 24 ans a bien le droit de découcher 3 jours. Et là, elle se dit, qu'est-ce que je fais ? Je vais voir les flics ? Elle se doute de ce qu'ils vont lui répondre. Elle est majeure. Elle a le droit de disparaître. Alors elle appelle son compagnon. Elle est en larmes. Tu peux me rejoindre à Soisy, s'il te plaît ? Tu comprends, si Audrey rentre, je veux être là. Audrey n'a aucune chance de rentrer. Et en attendant, la mère décide de se lancer dans une petite enquête perso. Elle commence par fouiller l'appartement et dans la chambre d'Audrey, elle tombe sur un répertoire des numéros de téléphone. Alors elle s'assoit sur le lit d'Audrey et elle se met à appeler des numéros au hasard. Oui, bonjour. Voilà, je suis la maman d'Audrey Joannet. Je n'ai aucune nouvelle. Vous en avez par hasard ? Et là, son pied accroche quelque chose sous le lit. Sur le moment, elle ne réalise pas la flemme de se pencher et elle va se coucher. Et puis au moment de s'endormir, elle se souvient de ce micro-événement. Son pied qui a accroché quelque chose sous le lit. Alors elle retourne dans la chambre d'Audrey, elle se penche, la scène est terrible, elle ne réalise pas, elle dit « Audrey, mais qu'est-ce que tu fais sous le lit ?» Et puis elle comprend, et là elle pousse un hurlement. Le corps d'Audrey est là, sous le lit, nu. Elle a été étranglée. Et elle a des blessures sur le corps. Ça fait 4 jours qu'elle est là, sous le lit. Le quelque chose qu'elle avait accroché avec son pied, c'était les cheveux de sa fille. Terrible scène. Le hurlement, bien sûr, a réveillé Bernard, le compagnon, qui dormait dans la chambre d'à côté. Il entre et il ressort tout de suite, un peu gêné par la nudité de sa belle-fille. C'est lui qui appelle les gendarmes de Soisy-sur-Seine, qui arrivent sur place quelques minutes plus tard. Allô, centrale ? Je vous appelle depuis l'intervention à la résidence Gerville. La fille est décédée, a priori le décès serait de nature criminelle. Il faudrait nous envoyer les gars du TIC. Terminé. Les TIC, les techniciens en identification criminelle, les experts de la gendarmerie, qui constatent que oui, elle a été étranglée, mais elle a été frappée aussi. Elle a des ecchymoses aux chevilles et sur le visage. Habillés de leur combinaison blanche, ils font le tour de la pièce. Ils trouvent un ticket de caisse taché d'une goutte de sang et ils se mettent à chercher des traces ADN, et notamment des poils et des cheveux. Ils n'en trouvent aucun. Bizarre. Ils notent qu'aucune ouverture, porte ou fenêtre n'a subi d'effraction et que le léger désordre qui règne dans l'appartement fait penser qu'il y a eu une lutte là, qu'on s'est battu à cet endroit. Le lendemain, ils font le tour des voisins. 3 voisins disent qu'ils ont entendu des cris la nuit du 13 au 14 septembre, vers 3h30, 4h du matin. Ah, c'était un cri de quelqu'un qui appelait à l'aide. J'ai tout de suite réveillé ma femme, et puis je suis sorti voir dehors ce qui se passait, mais plus rien. Maintenant, je sais qu'Audrey est morte. Je m'en veux terriblement.
Cette nuit-là, le voisin est donc sorti dehors, il a fait le tour de la résidence et il a remarqué qu'il y avait de la lumière au deuxième, dans l'appartement d'Audrey. Il est resté un peu et puis il a vu la lumière s'éteindre et il est rentré se coucher. Audrey aurait donc été tuée entre 3h30 et 4h du matin le soir du 13. C'est-à-dire quelques heures après qu'elle a dîné avec l'une de ses amies. C'est la dernière fois qu'on l'a vue vivante. Le voisin raconte autre chose. Le lendemain, il est allé sonner chez le gardien, qui d'ailleurs avait l'air malade et qui transpirait comme un bœuf. « Bonjour, monsieur Caillez. Vous avez entendu ce cri, cette nuit vers 4h ? » ?»« Ah non, j'ai rien entendu. »« Vous êtes sûr ? » ?»« Bah, si vous voulez, je demanderai aux autres occupants, hein. Je vous tiens au courant. » Et le lendemain, le gardien lui dit « J'ai demandé, personne d'autre n'a rien entendu. » Alors le voisin se dit que c'était un mauvais rêve. Dans les jours qui suivent, les gendarmes reviennent plusieurs fois. Le gardien fait tout ce qu'il peut pour les aider, il leur dit tout ce qu'il sait sur les habitants de la résidence, il connaît les habitudes et les emplois du temps de tout le monde, c'est une vraie pipelette. Et puis, le deuxième jour, il vient les voir l'air un peu emmerdé. Messieurs, faut que je vous dise, parce que de toute façon, à un moment, je vais avoir des soucis. Vous allez finir par vous intéresser à moi. Mais pourquoi vous dites ça, monsieur Caillez ? Ben, je suis déjà connu, moi. J'ai déjà fait de la prison. Je suis tombé pour viol. Les gendarmes n'étaient pas au courant, ils n'avaient pas encore passé les noms des protagonistes de cette affaire au fichier. Mais le gardien les rassure tout de suite. Mais c'est pas moi, hein. Moi, j'ai plus de libido. Je suis en traitement de castration chimique. Parce que, je voulais vous dire, il y a des chances que vous trouviez mon ADN dans l'appartement de mademoiselle Joannet. Et il y a pas longtemps, je lui ai apporté une bombe insecticide. Elle avait des guêpes. Voilà quoi. Je sais que vous allez me suspecter à un moment, parce que j'ai commis des viols. Des viols ? Tiens, pourquoi est-ce qu'il parle de viol ? Pour l'instant, on ne sait pas si Audrey a été violée. Elle a été battue, elle a été étranglée, ça c'est sûr, mais on attend toujours les résultats de l'autopsie. Alors pourquoi est-ce que le gardien parle de viol ? Alors, Caillez. Les gendarmes passent le nom du concierge au fichier. Eh bien, il n'a pas menti. Il a bien été condamné pour viol dans les années 80. Une jeune femme, Evelyne, qu'il a traînée dans un bois sous la menace d'une arme, qu'il a ensuite ramenée chez lui, à qui il a dit assez bêtement son nom, son prénom et même son adresse. Il a donc été arrêté dans la foulée et il a avoué tout de suite. Ah, ça c'est intéressant. Les experts psychiatres à l'époque l'ont diagnostiqué psychopathe. Ils ont dit qu'il était dangereux. Il a pris 7 ans de cabane et il est sorti au bout de 5 ans. Mais mieux que ça, il a récidivé. À sa sortie de prison, il a agressé 2 campeurs et 6 mois de prison de plus. Et là, il ressort et il replonge. Il vient de s'installer à Lunel dans l'Hérault. Un jour de juin 1990, il fabrique des crèmes au chocolat qu'il offre gentiment à sa voisine et surtout à la fille de sa voisine. Une gamine de 19 ans qui en mange 2 d'un coup. Et là, elle s'endort en moins de 2. Il avait mis des somnifères dans la crème au chocolat. Quand elle se réveille à 1h du matin, Jean-Luc Caillez, le voisin d'en face, est couché à côté d'elle. Il est même couché sur elle. Il l'attache avec une corde, il la gifle, il la mord et il la viole. Et après, il lui fait avaler 2 somnifères de plus. Et il est arrêté. Il explique que c'est pas sa faute, que c'est la faute de la justice, qui ne le soigne pas quand il est en prison. Et il en prend pour 20 ans devant les assises de Montpellier. Et que disent les psychiatres au cours de son procès ? Qu'il présente un énorme risque de récidive. On pouvait craindre qu'il ne recommence une infraction sexuelle du même type. C'était
Ce n'était pas un viol de circonstance, comme parfois on peut le voir, un viol d'autostoppeuse ou un viol dans le cadre de relations qui tournent mal. C'était quelque chose de préparé dans son esprit, quoi. Donc on pouvait dire qu'il y avait un risque, voilà. Il y avait un risque de récidive. On de la raconte, la suite de votre récit. Les psychiatres ajoutent qu'à leurs yeux, il est incurable, que tenter de le soigner est illusoire, incurable. Et pourtant, condamné à 20 ans, il sort au bout de 12 ans, en octobre 2002, sans aucun suivi, une bombe qui se retrouve dans la nature et qui, quelques mois plus tard, se fait embaucher comme gardien à la résidence Gerville de Soisy-sur-Seine. Et d'ailleurs, en plongeant dans leurs fichiers, les gendarmes découvrent quelque chose de légèrement ennuyeux. Pile à ce moment-là tombent les résultats de l'autopsie. Audrey a bien été violée, lésions vaginales et anales. Et bonne nouvelle, on a retrouvé du sperme. Donc, on a l'ADN du tueur. Si c'est Caillez, il est cuit. Les gendarmes vont le voir immédiatement. Vous savez pourquoi on est là, monsieur Caillez. Nous vous plaçons en garde à vue. D'accord ? D'accord ? Pour commencer, est-ce que vous voulez bien vous prêter à un test ADN ? Ça consiste à prélever un échantillon de votre salive. Oui ? Oui, d'accord. Il aurait pu refuser. Et il le sait, il a suffisamment fréquenté les gendarmeries et les commissariats pour savoir qu'on peut refuser un test ADN. Pourtant, il ne moufte pas. Il se laisse prendre un peu de salive avec un coton-tige. Il n'a pas l'air inquiet, et ça, les gendarmes le remarquent. Ça les surprend. Ils vont perquisitionner chez lui, rien de particulier. Et puis ils le ramènent à la gendarmerie en attendant le résultat des tests ADN qu'ils ont commandés en express. Et ils parlent avec lui, enfin, c'est surtout lui qui parle. Il est bavard comme une pie, il leur raconte sa vie, sa mère qui claque la porte quand il avait 10 ans, l'école qu'il quitte à 13 ans, et comment il se retrouve papa à 17 ans, d'un enfant qu'il ne connaît pas. Et puis c'est là que je me suis fait choper pour des vols de mobilette. J'étais plus mineur, alors ça rigolait pas, quoi. Là, on m'a dit, soit tu vas en zonzon, soit tu vas à la Légion. J'ai préféré la Légion. Il raconte la Légion, et puis les viols, et puis la prison. Il parle encore de cette castration chimique qu'il aurait subie. Il parle, et arrivent les résultats des comparatifs ADN, entre l'ADN de Caillez et celle du violeur-tueur. Chef, c'est pas lui. Comment ça, c'est pas lui ? Montrez-moi le rapport du labo. Le voilà, chef, mais je vous dis, c'est pas le même, hein. C'est pas l'ADN de Caillez qu'on a retrouvé sur le corps. Stupéfaction générale. On appelle le procureur. Qu'est-ce qu'on en fait ? On le relâche ? Du coup, les gendarmes se disent, peut-être que c'était un viol collectif, peut-être qu'ils étaient deux, peut-être que Jean-Luc Caillez a trouvé la victime, forcé sa porte, et que c'est un de ses copains qui l'a violé, et peut-être tué. C'est la seule hypothèse qui tienne. Ça serait quand même le comble que ce ne soit pas lui. Ça serait le comble de devoir le relâcher, parce qu'objectivement, en l'absence d'ADN, ils vont devoir le relâcher. Donc ils le maintiennent en garde à vue quelque temps, mais ils lui collent la pression. Monsieur Caillez, vous nous avez dit que vous suiviez un traitement de castration chimique, c'est vrai. Vous avez suivi un traitement de castration chimique. Mais c'était il y a 3 ans. Depuis, vous l'avez arrêté, n'est-ce pas ? Donc vous n'êtes plus sous traitement. Mais puisque je vous dis que j'ai plus de libido, je bande plus. C'est impossible que ce soit moi qui ai violé Audrey. Tiens donc, vous l'appelez Audrey à présent. Ça n'est plus mademoiselle Joannet. Et là, visiblement déstabilisé, Caillez plonge la tête dans ses mains, et puis il la relève, lentement. Il regarde un à un les gendarmes qui sont en face de lui, et il dit « C'est moi. C'est moi qui l'ai fait. » Il passe aux aveux. Ils étaient sur le point de le relâcher, et il passe aux aveux.
Et d'un coup, il raconte tout. D'abord, il avait les clés de l'appartement d'Audrey. Et comment ? Il les avait volées à la voisine. C'est pour ça que la voisine ne les avait plus. Et ensuite, il raconte qu'il s'équipe. J'ai mis une cagoule et aussi des gants. Et puis j'ai pris un fusil que j'avais et je suis monté chez elle. Il monte au 2e étage. Il s'approche de la porte d'Audrey. Il introduit la clé. Il ouvre et là, contretemps, le crochet de sécurité est mis. Il entend Audrey qui s'approche. « Qui est là ?»« C'est moi, c'est Monsieur Caillez. » En confiance, elle enlève le crochet. Et là, il met un grand coup d'épaule dans la porte et il entre. Et il lui ordonne de se déshabiller. Il a son fusil à la main et il se fait pratiquer une fellation. Il raconte assez facilement. Psychopathe peut-être, mais psychopathe bavard. Bavard et flambeur. Et à votre avis, elle est morte à quelle heure, Audrey ? À quelle heure, d'après ce que dit l'autopsie, elle est morte à 4 heures du matin ? Ah ah ! Erreur ! Je ne l'ai pas tuée tout de suite. Il a l'air content de son coup. Il dit qu'il ne l'a tuée que le lendemain soir et qu'il l'a gardée une journée entière, prisonnière, dans sa loge. Une journée entière. Et elle n'a pas crié, elle ne s'est pas rebellée. Je l'avais bourrée de somnifères. Et elle était bâillonnée. Elle risquait pas de crier, hein. Et pourquoi est-ce que vous l'avez séquestrée chez vous ? Pour jouer avec elle. Jouer ? Il raconte qu'une fois qu'il l'a déshabillée, il lui a rasé les poils pubiens, et puis qu'il lui a fait prendre une douche, et qu'il l'a gardée comme ça, toute la journée, ligotée sur une chaise, bâillonnée, une journée entière. Il dit qu'à un moment, il l'a détachée, qu'elle s'est promenée tranquillement dans l'appartement, qu'il lui a fait des frites, et qu'ils ont regardé le film Halloween. Et puis qu'en fin d'après-midi, il a pris une corde, il lui a passé autour du cou, et il l'a serré. Ça a été long. Je peux vous dire que ça a été long. Vous pouvez pas savoir. Ça a été atroce. Vous n'avez pas raconté le viol, Monsieur Caillez. Vous avez oublié le viol ? Comment s'est passé ce viol ? À quel moment ? Ah, le viol ? Ça n'en était pas un. C'était une mise en scène pour faire croire à un viol. Moi, je l'ai juste tué. À ce moment-là, les gendarmes sont dans un potage complet. Bien sûr, ils sont contents que Caillez ait avoué. Mais rien ne colle dans ses aveux. Elle a été violée, c'est sûr. Il y a des lésions au niveau du sexe et de l'anus. Et puis il y a ce sperme qui n'est pas le sien. C'est incompréhensible. Et là, Jean-Luc Caillez va leur livrer les clés de son incroyable machination. Il leur explique comment il se fait qu'on trouve sur le corps d'Audrey du sperme qui n'est pas le sien, alors même qu'il jure qu'il ne l'a pas violée. Et les gendarmes découvrent que Caillez est encore plus pervers qu'ils ne l'avaient imaginé. Vous dites que vous ne l'avez pas violée, Monsieur Caillez. Mais elle a été violée. C'était une mise en scène. J'ai utilisé un concombre. Mais enfin, Monsieur Caillez, d'où vient le sperme qu'on a retrouvé sur le corps et qui n'est pas le vôtre ? Oh, ça aussi c'est une mise en scène. Et là, Caillez raconte quelque chose d'hallucinant. Ce sperme retrouvé sur le corps d'Audrey provient d'une capote qu'il a trouvée dans les poubelles de l'immeuble. C'est le sperme d'un locataire de l'immeuble. Il a défait le nœud du préservatif, il a absorbé le sperme avec une seringue et il l'a mis au congélateur. Et quand il a tué Audrey, il n'y avait plus qu'à le décongeler et à en mettre dans la bouche et dans le vagin de sa victime. Mais Caillez, vous êtes dégueulasse. Vous vouliez faire accuser quelqu'un d'autre, un homme de l'immeuble. C'est un truc que j'ai vu à la télé dans NCIS. J'ai rien inventé, moi. Et les gendarmes se mettent à visionner, l'un après l'autre, tous les épisodes de la série NCIS. Et ils retrouvent l'épisode en question. Incroyable. Il n'aurait pas eu de casier, il avait commis le crime parfait. Et probablement que le voisin serait tombé à sa place. Et d'ailleurs, il avait mis de côté un autre préservatif usagé, d'avance.
Il demande qu'on l'emmène chez lui et dans sa loge, il désigne un conduit d'aération. On y retrouve une capote usagée. Il dit aussi où est le fusil, un fusil à canoncier qu'il avait planqué dans un appartement inoccupé de l'immeuble dont il avait les clés. Il désigne l'endroit dans la Seine, toute proche, où il a jeté 4 sacs poubelles qui contiennent pêle-mêle les draps, les vêtements d'Audrey, du ruban adhésif et le fameux préservatif. Voilà. Maintenant, les gendarmes ont tout. Des aveux et des preuves. Avant d'être déféré chez le procureur, Jean-Luc Caillez leur fait une dernière confidence. Heureusement que vous m'avez arrêté maintenant, parce que sinon j'aurais recommencé. Quelques heures plus tard, l'affaire est révélée par les médias. L'histoire d'un violeur récidiviste dangereux qui s'est retrouvé en liberté, sans aucun suivi, et qui a franchi un cap, qui a tué. Ce qui vaut cette question au procureur. Comment se fait-il aujourd'hui qu'un violeur multirécidiviste puisse devenir gardien d'immeuble, ce qui est un rôle quand même social où on rencontre des gens ? C'est effectivement une question qui se pose et qui va être éclaircie pendant la durée de l'instruction. Les dispositifs de suivi socio-judiciaire qui ont été mis en place par la loi de juin de 1998 ne s'appliquent pas à lui puisqu'il était condamné antérieurement et le fichier des auteurs d'infractions sexuelles qui fonctionne depuis le 1er juillet de cette année ne s'applique pas non plus à lui. C'est le point faible de l'affaire Caillez. Ces dernières années, on a bien mis en place un suivi des auteurs d'infractions sexuelles. Mais lui, il est passé entre les mailles. Jean-Luc Caillez est jugé en mai 2008 par la cour d'assises de l'Essonne pour le meurtre d'Audrey Joinet. Quand il entre dans le box, les habitants de la résidence qui sont là ont beaucoup de mal à le reconnaître. En 2 ans et demi de prison, il a vieilli de 10 ans. Un événement marque ces 3 jours de procès. Le président fait venir sa mère pour témoigner. Mais quand elle arrive à la barre, il se met à hurler. Il refuse qu'elle s'exprime. Et il bugle tellement que le président finit par y renoncer. Et à la fin, le verdict est extrêmement sévère. Après 3h30 de délibéré, le verdict est tombé. C'est donc la perpétuité avec 22 ans de sûreté, c'est-à-dire la peine maximale. Marie Perrault, vous avez suivi ce procès pour Europe 1. Ce verdict a été accueilli par des applaudissements et ensuite par des insultes. Oui, à l'énoncé de la perpétuité, la salle entière s'est levée comme au spectacle pour applaudir. Des insultes ont ensuite fusé. Jean-Luc Caillez s'est alors tourné vers le public en brandissant ses 2 majeurs. La mère d'Audrey, elle, a pleuré longuement avant de sortir de la salle. Jean-Luc Caillez pourra présenter une première demande de libération conditionnelle en 2027. Il sera alors âgé de 70 ans. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Voilà donc pour cette histoire et j'ai invité, ça m'a paru tout à fait naturel, un médecin psychiatre à débriefer ce récit. Docteur Coutenceau, vous êtes expert en criminologie, vous êtes président de la Ligue française de santé mentale. Vous venez d'écrire un livre qui s'appelle Violence ordinaire et violence hors norme aux éditions Duno. Ça n'est pas une affaire dans laquelle vous avez eu à vous prononcer comme expert, vous l'avez découverte en même temps que les auditeurs. Qu'est-ce qu'elle vous inspire comme ça à chaud ? Est-ce que vous y reconnaissez finalement l'un de vos clients assez typique ? Premièrement, c'est une histoire hors norme, donc c'est pas celle, je dirais, du violeur ordinaire. On le voit ici, c'est un violeur récidiviste qui devient un tueur. Cette histoire hors norme, elle est intéressante parce que là, vous avez raconté toute une histoire de vie transgressive. Et on voit que ça pose plusieurs questions. Première question, et ça avait été perçu par le psychiatre qui l'a vu dès la première affaire, est-ce qu'il y a des violeurs qui sont plus particulièrement inquiétants que les autres ? C'est la première question que se pose le parquet, l'avocat général, mais aussi la société. Deuxième question, bien sûr, on se dit, mais quels auraient été les moyens pour essayer d'empêcher cette répétition ? Alors, les moyens, on va peut-être en parler. Il y a bien sûr le suivi
médicale et psychologique, la castration chimique et aussi le bracelet électronique. Et mon troisième commentaire de psychiatre criminologue, c'est qu'on le voit dans cette affaire aussi. C'est-à-dire que deux choses qui sont un peu particulières. On voit qu'il améliore son scénario. Dans la deuxième affaire, il met quelque chose qui rend la jeune fille dans sa glace, qui induit un petit peu le sommeil. Dans la troisième affaire, on pourrait dire, c'est comme un metteur en scène qui s'est inspiré en même temps, on le voit dans d'une série télé, là aussi, on le voit dans d'autres affaires. Ce qu'on voit aussi qui est étonnant, c'est que il avoue peut-être avant même que les enquêteurs le décodent. Et là, ça me fait donner le dernier commentaire. C'est caractéristique, ça. C'est caractéristique d'un certain type de sujet transgressif. Et j'ai eu du mal un petit peu, quand j'étais jeune psychiatre expert, à le décoder. Des gens pour qui, d'une certaine manière, on se dit, il y a un voyeurisme, il y a un plaisir d'exposer. Ils sont fiers. Et leur passage à l'acte, d'une certaine manière, j'ai eu du mal à le dire comme ça, c'est comme une œuvre. Et on comprend que, finalement, ce qu'il produit, entre guillemets, comme d'autres veulent réussir des choses, c'est finalement l'acte transgressif un peu sophistiqué. La scène qui est vraiment caractéristique, c'est quand il dit « D'après vous, à quelle heure elle a été tuée ?» Les flics lui répondent 4h30 du matin. « Mais non, mon pauvre ami, vous n'y êtes pas. Je l'ai gardé toute la journée chez moi, ça. Vous ne l'aviez pas vu. Mon Dieu, que vous êtes mauvais, quoi. » Et en même temps, regardez, dernier commentaire, c'est que même quand il avoue, il a un espèce de plaisir de mentir, ou du moins il peut pas tout dire. Il raconte quelque chose de faux, y compris sur son scénario qu'il dévoile. Docteur, c'est presque un cours que je voudrais que vous nous donniez. L'expression psychopathe est employée à tort et à travers. Qu'est-ce que c'est qu'un psychopathe ? Vous avez raison, Christophe Ondelat. En fait, finalement, psychopathe, c'est un mot un peu galvaudé. Et pour le faire vivre un petit peu, je vais montrer que derrière ce mot, il y a des réalités de personnalité tellement différentes. Le psychopathe un peu classique, celui qui est le plus fréquent un peu dans nos prisons, c'est un sujet certes qui a une dimension d'impulsivité, d'instabilité, mais en même temps il est un peu fragile, il prend de la drogue, il s'alcoolise, il a des addictions. Il y a un deuxième type de psychopathe, c'est des sujets qui sont contrôlés, qui se dépriment jamais, qui n'ont pas besoin d'avoir recourir à la drogue, l'alcool, mais dès qu'ils ont envie de quelque chose, dès qu'ils sont tentés, ils s'autorisent à transgresser sans être trop culpabilisés. Moi, j'appelle ça le psychopathe assuré. Et puis, il y a un troisième type de psychopathe. Ce sont des psychopathes, certes, aussi assurés, mais chez eux, ce que je décode, c'est une boursouflure de l'ego, mais qui va jusqu'à la mégalomanie ou des grands paranoïaques. Et on voit que sous ce vocable, il y a ces trois profils assez différents, sauf qu'on leur accole aux trois le qualificatif de psychopathe. Est-ce que on peut dire, comme l'a dit votre confrère au cours des procès précédents où il a été jugé pour viol, qu'il est incurable ? Alors, on peut le dire de cette façon-là et on peut le dire d'une autre façon. Vous savez, d'un terme aussi qui est la préoccupation de toutes nos sociétés démocratiques. Est-ce que chez lui, on a un risque de récidive ? C'est difficile, mais en même temps, je dirais que, en étudiant les personnalités et les actes aussi, parce que un viol, c'est une chose, violer avec un couteau, c'est encore quelque chose, violer avec séquestration, on le voit dans votre histoire, c'est des gens plus dangereux. Et donc, c'est vrai que ceux chez qui la dangerosité est la plus forte, l'intelligence sociale, c'est d'avoir le maximum d'accompagnement quand ils sortent de prison, presque, je dirais, d'une expression un peu populaire, les marquer à la culotte. Faut pas les lâcher, quoi. Faut pas les lâcher, voilà, exactement. L'intelligence sociale, c'est de mettre le paquet sur la minorité de ceux qui, à tort ou raison, sont les plus dangereux, et avoir un suivi moins structuré avec d'autres qui apparaissent moins inquiétants. Mais si ils ne peuvent pas se soigner, alors c'est quelque chose dont ils sont porteurs finalement à l'insu de leur volonté. Jean-Luc Hayez, il n'a pas de prise sur sa maladie, c'est une maladie. Alors, moi je dirais non pour la raison suivante. L'image qu'on se fait d'un violeur récidiviste, c'est quelqu'un qui au fond a une fantasmatique un peu fixée. Pour eux, agresser quelqu'un contre son gré, c'est presque plus excitant que de faire l'amour avec quelqu'un qui est consentant. Vous voyez ? Alors, comment ça peut se traiter ? Est-ce que la solution, c'est psychologique ? Oui, mais il faudrait aller, si c'était possible, au cœur de son fantasme pour le dévitaliser. Le seul élément psychocriminologique que je connais, c'est finalement une forme de bracelet électronique. Avoir un bracelet électronique, certes, on peut faire un acte, mais à tous les coups, on perd. Si je viole encore quelqu'un, je suis sûr d'être pris. Ouais. Vous avez vu qu'il a fait cette petite ruse, quand même. Dans la construction de son scénario, il y a l'espoir un peu infantile que les soupçons aillent vers lui, alors qu'il est le concierge. Tout simplement, il a eu l'idée un peu stratégique d'injecter le sperme d'un autre. Mais est-ce que même s'il n'avait pas avoué,
on l'aurait pas fini par le penser. J'ai connu des enquêtes où les enquêteurs ont été avec le même scénario, ils ont fini par se dire, mais justement, il a tellement le profil de l'emploi, le père Caillez, que finalement, est-ce qu'il n'aurait pas pu injecter quelque chose? Donc, vous voyez, c'est-à-dire, c'est stratégique, mais en même temps, c'est un peu cousu de fil blanc. Donc vous avez évoqué la piste de la castration chimique. Il l'a subi. Le problème, c'est qu'il faut continuer à prendre son traitement et dès qu'on l'arrête, les pulsions reviennent. Il y a aussi la piste de la castration physique. Il y a un certain nombre de grands pervers comme ça qui disent, écoutez, moi je peux rien faire contre ma perversité. En gros, coupez-moi les couilles. Alors, ceux qui nous écoutent pourraient se dire, ben voilà, là, ça serait la solution. La solution. Je veux dire, il n'y a pas ça n'est pas autorisé en France. C'est pas autorisé. Dans tous les pays démocratiques, en Allemagne, à un moment donné, ça a été pratiqué, enfin, la castration des testicules, pas du sexe, qui serait un acte barbare. Donc, c'est pas possible dans les pays démocratiques. À la limite, dans des pays qui sont pas des démocraties, ils pourraient être tentés. Mais regardez, est-ce que ça serait une solution? Non, parce qu'on voit que quand quelqu'un est tordu, on ne viole pas qu'avec le sexe. On peut violer avec des objets. Donc, l'obsession d'agresser quelqu'un dans sa sexualité peut être fait avec quelque chose d'autre que le sexe. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.